Belle, rapide, avec des ailes délicates et suivie d'une traînée colorée partout où elle va, Iris est la déesse de l'arc-en-ciel et la messagère des dieux. Qu'il s'agisse de calmer des disputes entre les dieux, à la demande de Zeus, ou semer un petit peu de chaos chez les humains, à la demande de Héra, Iris est toujours là, légère comme le vent et rapide comme un éclair. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te raconte les histoires qui concernent Iris. Pour commencer, on a dans l'arbre généalogique d'Iris un de ces jolis cas de brassage génétique à revoir que la mythologie produit si bien. Tout commence avec Gaïa, la terre-mère. Elle fait du sale avec son propre fils Pontos et enfante Thomas, le père d'Iris. Gaïa donne également naissance aux titans Thétis et Océan, qui font eux aussi du sale entre eux, et enfante Électre, la mère d'Iris. Les parents d'Iris sont donc des cousins, et Iris elle-même épousera Zéphyr, un de ses cousins à elle. Autant dire que dans la famille, on s'aime. Et pour compléter l'arbre généalogique, ajoutons à Iris ses sœurs les Harpies, ainsi que Arcée, la messagère des titans. Déesse de l'arc-en-ciel, Iris se déplace partout en laissant derrière elle de belles traces irisées, allant et venant avec une rapidité impressionnante. Elle ne retire jamais ses chaussures d'ailleurs, afin de toujours être prête à répondre à l'appel. Car Iris est, je l'ai dit, une messagère. C'est Hermès version femme quoi. D'ailleurs Hermès est principalement sollicité par Zeus et Iris par Héra. Outre ce rôle-là, ils ont un autre point commun, les ailes. Hermès a les siennes sur ses sandales, Iris a les siennes directement sur son dos. Des ailes qui ne sont non pas irisées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais dorées. Les ailes irisées, c'est sa sœur Arcée qui les a, ne me demandez pas pourquoi. Elle a un dernier point commun avec Hermès, c'est le fait que ses responsabilités l'amènent dans le monde souterrain. Mais pas question de guider les défunts comme son homologue masculin. Si Iris doit descendre, c'est pour régler un différend entre les dieux. Écoutez plutôt. Il faut qu'une querelle, un discord, se soit élevé parmi les immortels. Alors, pour savoir qui ment parmi les habitants de l'Olympe, Zeus envoie Iris chercher en ce lointain séjour le grand serment des dieux. Dans une aiguillère d'or, elle apporte l'eau au vaste renom qui tombe glacée dans un rocher abrupt et haut. Quiconque parmi les immortels, maîtres des cimes de l'Olympe neigeux, répand cette eau pour appuyer un parjure, reste gisant sans souffle une année entière. Elle apporte donc l'eau sacrée du Styx, puisque c'est de ça dont il s'agit, aux dieux, pour qu'ils prêtent serment en fait, et du coup elle incarne l'idée de vérité et de pureté. Cette idée de pureté est d'ailleurs soulignée par le fait qu'elle est aux petits soins de Héra, notamment lorsque celle-ci doit revenir des enfers. C'est le cas pour sa vengeance de l'arrogance d'Ino, qui se targuait d'avoir élevé Dionysos. La reine des dieux, témoin de la vantardise d'Ino, descend prestement pour voir les furies et réclamer la punition de la femme ainsi que de son mari Athamas. Une fois la demande exprimée, les furies lui disent que c'est bon, elle peut remonter en Olympe, et elle repart, sûre de sa vengeance, mais avant de rentrer dans l'Olympe, elle reçoit l'essence qu'Iris épanche sur elle pour la purifier. Garante des serments, purificatrice, c'est bien beau tout ça, mais venons-en au principal, son rôle de messagère. Eh bien, ça se passe comme ceci. Dans un premier temps, quand Ceyx est mort en mer à l'insu de sa femme Alcyone, celle-ci n'a de cesse de prier Héra de lui accorder des sacrifices pour assurer le retour sain et sauf de son époux, qu'elle ne sait pas qu'il est mort. Souhaitant qu'Alcyone cesse de gaspiller sa salive en fait en souhait superflu, la déesse envoie sa messagère qu'elle appelle « fidèle interprète de mes volontés » pour aller ordonner à Hypnos, le dieu du sommeil, de faire connaître à Alcyone dans un rêve le naufrage et le décès de son mari. Prompte à rendre service, Iris joue également un rôle dans la guerre de Troie où elle est au service de Zeus, cette fois-ci, pour transmettre un message de menace à Héra. Pourquoi Iris et pas Hermès son messager à lui ? Peut-être parce qu'elle passait par là, peut-être parce qu'il s'est dit que Héra serait plus encline à écouter sa propre messagère. En tout cas, lors d'un énième carnage de Hector, les troupes grecques retournent vers leur nef, tentant tant bien que mal de ne pas se faire décimer.
Athéna et Héra, témoins de la scène, se rebellent et montent sur leurs chars respectifs, saisissent leurs lances et plongent en direction du champ de bataille pour apporter aux fameux Grecs leur soutien. Zeus les voit faire et il devient colère. Il envoie donc Iris leur transmettre un message qu'elle répète au mot près. « Où allez-vous ? Pourquoi votre cœur est-il ainsi troublé ? Le Cronide ne veut pas qu'on vienne en aide aux Argéens. Voici la menace du fils de Cronos, s'il agit selon sa parole. Il écrasera les chevaux rapides sous votre char, qu'il brisera, et il vous en précipitera, et avant 10 ans, vous ne guérirez point des plaies que vous fera la foudre. Athéna, aux yeux clairs, tu sauras que tu as combattu ton père. Sa colère n'est point aussi grande contre Héra, car elle est habituée à toujours résister à sa volonté. » Jusqu'ici, c'est du mot pour mot et c'est la fin du message. Iris peut donc retourner d'où elle vient, mais pas avant un petit commentaire de son cru à l'attention d'Athéna. « Mais toi, très violente et audacieuse chienne, oseras-tu lever ta lance terrible contre Zeus ?» Ayant ainsi parlé, Iris, aux pieds rapides, s'envola. Comme quoi, elle obéit peut-être au doigt et à l'œil aux autres, mais c'est pas un robot sans personnalité pour autant, et elle a un petit peu de mordant. Cela dit, c'est le seul écart qu'elle s'est permis, le reste du temps, elle reste complètement fidèle aux propos qu'on lui demande de relayer. Et comme je l'ai mentionné précédemment, elle est surtout au service de Héra. Il suffit de lire l'Énéide pour voir que la reine et sa messagère sont étroitement liées. L'Énéide raconte les aventures d'Énée depuis la chute de Troie jusqu'à son but ultime, la fondation mythique de Rome. Cette ville est prophétisée comme étant le futur empire destiné à surpasser Carthage, l'une des cités favorites d'Héra. En plus, Énée est un survivant de la ville de Troie que Héra voulait voir réduite à feu et à sang, donc elle ne veut pas vraiment voir Énée rester en vie, et encore moins construire sa ville. Au cours de cette épopée, Iris intervient plusieurs fois pour transmettre des messages ou encourager des actions qui compliquent le chemin du héros. Si Héra lui demande surtout de foutre la merde, sa première apparition se produit pour effectuer une bonne action contre toute attente. Didon, reine de Carthage, est folle amoureuse d'Énée. Ils se marient et s'aiment tendrement, mais Zeus envoie Hermès rappeler au héros qu'il a d'autres chats à fouetter. Ne pouvant retenir son époux auprès d'elle, Didon prépare un bûcher et se suicide en se transperçant avec une épée. La mort n'est cependant pas immédiate. Elle tombe, s'évanouit, revient à elle, repère conscience, tente d'ouvrir les yeux, les referme. Bref, devant une agonie si longue, Héra a tout simplement pitié et envoie Iris abréger les souffrances de Didon. Arrivée au-dessus de la reine mourante, elle lui dit qu'elle vient en paix apporter au dieu des enfers son tribut sacré et la délier de son corps. Pour ce faire, elle lui coupe une mèche de cheveux. C'est de cela dont il s'agit quand elle parle du tribut sacré pour Hadès. Parce qu'en fait, dans la mythologie grecque, il est nécessaire qu'une mèche de cheveux soit offerte aux divinités infernales pour permettre à l'âme de quitter le corps et de passer dans l'au-delà. En coupant ses cheveux, Iris agit comme médiatrice entre le monde terrestre et le monde des morts, un petit peu comme Hermès. Dans ce cas précis, les deux messagers agissent main dans la main, Iris libère l'âme de Didon et Hermès la guidera ensuite chez les morts. Énée quitte donc Carthage, raison pour laquelle Didon s'est foutu en l'air, et il arrive plus tard en Sicile avec ses Troyens. Les hommes participent à des jeux funèbres, les femmes se tiennent à l'écart. Elles sont fatiguées de leur mode de vie instable depuis la fuite de Troie. Héra, qui souhaite toujours mettre des bâtons dans les roues de Énée, décide d'envoyer Iris parmi les Troyennes. Son but ? Stopper leur voyage et semer le chaos. Iris, fidèle aux volontés de la reine des dieux, se mêle aux femmes en prenant la forme de l'une d'entre elles. Elle se lamente. Quel malheur, quelle destinée infortunée que la leur, voir leur peuple achevé, leur cité détruite et errer sans fin sur les mers, mais n'en a-t-on pas assez ? Pourquoi continuer de chercher une terre pour reconstruire une ville ? Pourquoi ne pas le faire ici ? Allons, ne quittons pas la Sicile ! Ce monologue sert à pousser les Troyennes à douter de leur mission divine et d'affaiblir leur unité ainsi que leur volonté. Une fois qu'elle a fini de s'époumoner, Iris saisit une torche et la lance en direction des navires. Puis elle déploie ses ailes, récupère sa forme divine et s'élève rapidement vers le ciel en laissant derrière elle sa fameuse traînée arc-en-ciel. Je le précise encore parce que c'est encore une fois toujours précisé. Les Troyennes y voient un signe. Si une déesse leur dit quoi faire, elles ont tout intérêt à l'écouter, non ? Ainsi, Iris les a manipulées pour exaucer le souhait de Héra.
Malgré tout, Énée parvient à sauver les navires et poursuit son aventure, ce qui l'amène, quelques péripéties plus tard, à une rivalité avec Turnus, le roi des Rutules. Bien sûr, Héra n'a toujours pas envie de foutre la paix à Énée et profite de la situation pour continuer de lui briser les roubignoles, à l'aide d'Iris bien sûr. Elles observent le conflit et lorsqu'Énée quitte son poste pour partir chercher des alliés, Héra envoie sa chère messagère auprès de Turnus. Celle-ci annonce au roi que s'il souhaite attaquer, c'est maintenant ou jamais. Alors les Rutules lancent une offensive contre les Troyens, mais bon, entre vous et moi, ça sert à rien et au final, Énée tue Turnus. Et du coup, on peut dire qu'il a foutu le roi des Rutules sur ses rotules. Tout ça, Héra et Iris le savaient déjà, que tout ce qu'elles allaient faire, en fait, ça servait à rien, parce que c'était prophétisé. Ce qui n'a pas empêché Iris de faire ce que Héra attendait d'elle, au lieu de lui dire qu'elle lui faisait perdre son temps et brasser du vent. C'est à ce point une bonne messagère. Même si on lui fait faire n'importe quoi, elle fait ce qu'on lui dit pour faire plaisir. Et voilà, on va s'arrêter là. Pour conclure ce récit coloré, retenons qu'Iris est rapide, fiable, que ses messages sont clairs et son timing parfait. Comme l'arc-en-ciel, elle fait le lien entre le ciel et la terre, en symbolisant de ce fait la communication divine entre les dieux et les humains. Sa dévotion envers Héra est totale, quand bien même cette dernière lui demande parfois de semer la merde. En bref, Iris est une employée irréprochable. Contrairement à Hermès qui aime bien être un petit peu espiègle. Alors, faillotte ou employé du mois ? À vous de me le dire. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Mythologie grecque décomplexée sur toutes les plateformes de streaming. Si vous aimez l'humour et les mèmes, la page Instagram Mythologie grecque décomplexée vous attend. Et si vous êtes des petits bavards, le Discord du Mont Olympe vous attend également. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci, comme d'habitude, aux tipeurs du mois de janvier. Il y a Nurarion, Philandrine, Angela Nappe, Aventurine, Ilona, Mélinda, Valzul, Verveine, Scotty, Kuramato et Omelette. Et un énorme big up à Sansarbe, de son vrai nom Thomas. Et oui, en fait, j'ai accès à vos prénoms. Je me permets de m'adresser à toi directement. Tu es un malade d'avoir donné autant. Je te suis infiniment reconnaissante. Merci beaucoup. Et merci également à Juste Yo-Yo qui me fait comme d'habitude des superbes couvertures pour cet épisode, ainsi que Prosper pour la musique d'outro. Sur ce, vous connaissez la rengaine, prenez soin de vous et on se revoit bientôt, enfin, vous me réécoutez bientôt. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!